Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler du petit hibou, Marco Verratti. Arrivé presque dans l'anonymat en provenance de Série B durant l'été 2012 pour 12 millions d'euros, la trajectoire de Marco Verratti est très facile à comprendre. En effet, le petit Italien s'adapte très vite au club et devient rapidement un joueur clé de l'effectif parisien. Le printemps 2016 nous a même prouvé une certaine forme de dépendance du PSG vis-à-vis de Marco Verratti qui était atteint d'une pubalgie quand le PSG n'arrivait pas à produire du jeu fluide au milieu de terrain. La double confrontation face à Manchester City peut témoigner. Une armoire à trophées remplie d'hexagones ou de Coupe de la Ligue, mais un gros parcours en Ligue des Champions se fait toujours attendre. Verratti est aujourd'hui le deuxième joueur le plus ancien du vestiaire derrière Thiago Silva à 4 jours d'écart. On note aussi qu'il fait partie depuis le début de la saison des 5 joueurs que Tourelle considère comme ses capitaines. Thiago Silva, Marquinhos, Cavani, Mbappé et Verratti. Un rôle important au sein du club pour le petit hibou qui avant toute chose est un exemple de fidélité, ce qui est la base de sa bonne relation avec les supporters. Même si le Barça a manifesté son intérêt pour Verratti pendant l'été 2017, la porte a toujours été fermée à double tour concernant un départ de l'Italien qui a prolongé à plusieurs reprises avec le PSG. Son contrat actuel le lie au club parisien jusqu'en 2024. Une fidélité qui fait sa proximité avec les supporters, bien au-delà de son talent. Mais avec Verratti, il y aura toujours ce petit mais. En effet, si l'Italien a rapidement acquis une place importante dans l'équipe parisienne, il y a une forme de stagnation dans la progression qui est évidente. Il est prouvé qu'un milieu de terrain est au sommet de son art de 26 à 32 ans. Aujourd'hui, Verratti en a 27. Pourtant, on a bien l'impression qu'il en a toujours 22. Une certaine forme d'immaturité qui se caractérise bien évidemment par tous ces cartons jaunes stupides qu'il prend après contestation ou après une faute bête. Et même si cet été Verratti paraissait plus affûté et plus déterminé que jamais, ça ne l'a pas empêché de gâcher son super match à Dortmund par un carton jaune des plus stupides qui l'a privé de match retour. Mais pour revenir rapidement sur cet épisode qui nous a tous déçus, j'ai quand même envie de relativiser les critiques ou l'énervement que ce jaune a provoqué pour dire que à l'aller, si on ne se prend pas un gros score, c'est grâce à Verratti. À l'image de son sauvetage in extremis dans les pieds d'Emre Can à la 20e minute, Verratti a été le seul qui a été capable de se sublimer dans ce match aller. Maintenant, oui, il y a encore une histoire de carton, c'est à croire qu'il déteste les arbitres autant qu'il aime la cigarette. Oui, parce que le second défaut de Verratti, ce sont ses mains qui au bout de 60 minutes sont systématiquement sur ses hanches, tant il peine à terminer un match. Longtemps critiqué sur son hygiène de vie, le petit Italien semble tout de même s'être amélioré cette saison, même si c'est sûr et certain, la cigarette a un impact sur le cardio et l'endurance de Verratti. Mais si c'est déconseillé au plus haut niveau, la cigarette n'a pas empêché certains joueurs d'avoir une immense carrière, à l'image de Zidane par exemple, qui avait été aperçu lors de la Coupe du Monde 2006 avec une cigarette. On dit aussi de Cruyff qu'il en fumait 20 par jour. Dans le cas de Verratti, c'est certain, la cigarette a un impact sur son endurance. Il est clairement cramé au bout d'une heure, et ce depuis longtemps, à chaque match. Maintenant, ce qui est bien avec ses défauts, c'est que ça ne dépend que de lui. Bon, vous l'avez peut-être compris, à la différence de Paredes hier, j'ai décidé de parler des défauts de Verratti en premier. Maintenant, passons à ses qualités, car malgré tout, elles font de lui un joueur indispensable au PSG. D'abord, j'aimerais faire un petit lien avec ma vidéo d'hier pour vous dire que la montée en puissance de Paredes ne doit en aucun cas remettre en cause le statut, les qualités ou la place de Verratti. Il faut dire les choses très clairement, Paredes apporte beaucoup au PSG, mais avec Verratti, nous côtoyons les sommets de l'art d'un milieu de terrain. Ce n'est pas le plus complet, c'est évident. Kevin De Bruyne, par exemple, reste un milieu beaucoup plus diversifié dans son profil que Verratti. Maintenant, avec Verratti, on tient un profil unique au monde. En effet, déjà on peut dire que Verratti est beaucoup plus utile lorsque son équipe a le ballon. Il ne possède pas une science du placement très développée et en général il défend un peu à l'arrache, la plupart du temps par des tacles ou derrière l'adversaire. Verratti n'anticipe pas beaucoup, il se retrouve souvent derrière le ballon et doit défendre sur son vis-à-vis en étant derrière lui. Mais bon, il le fait bien, ici on ne peut pas lui reprocher grand chose. On notera aussi que Verratti est aussi le genre de joueur qui doit être chouchouté tactiquement par son coach, à la différence d'un Matuidi qui est capable d'assurer dans n'importe quel système. Verratti est quand même bien meilleur en tant que relayeur dans un milieu à 3 avec une pointe basse et donc une sentinelle en soutien de Verratti, comme c'était le cas à l'époque du mythique Motta Matuidi Verratti ou en sélection italienne où ses meilleures performances, il les a sorties lorsque Jorginho était en 6 devant la défense et le libérait donc de tâches défensives. On peut donc dire que dans le 4-4-2 caractéristique du PSG de Tourelle en 2020, Verratti n'est pas exploité au mieux. En effet, on va ici faire une transition sur ses qualités incroyables de créativité.
Oui, Verratti, il faut le libérer de certaines tâches défensives. C'est le genre de milieu qui est quelque part un peu hétérogène dans la répartition de ses attributs. Mais une chose est sûre, dans la création et dans la conservation, il fait partie des meilleurs au monde, ce qui le rend indispensable au PSG. Commençons par ses capacités de conservation. Lui-même le dit, il préfère prendre un but que dégager un ballon. Des paroles qui, venant de Verratti, n'étonnent personne tant nous sommes habitués à le voir faire des gris-gris aux abords de notre surface avec un culot et un sang-froid hors du commun. Remarquez, je sais pas vous, mais perso, depuis quelques années déjà, lorsque je vois Verratti tourner avec le ballon dans les pieds à 10 mètres de notre but, ça ne me fait plus peur. Et c'est bien le seul au monde qui inspire confiance lorsqu'il prend des risques proches de son but. Donc dans la remontée de balle, Verratti est indispensable à toute équipe. Il trouve à chaque fois le bon partenaire dans le bon espace au bon moment, même si on peut nuancer en disant qu'il fait souvent la touche de trop. Sa capacité à créer le danger par la passe est impressionnante. On a l'impression que c'est le joueur qui a le plus petit laps de temps entre la prise d'information et l'exécution du geste, que ce soit par les airs ou au sol. Ici, j'aimerais m'attarder sur un geste qui lui est propre, le fait de reculer d'un pas pour se créer beaucoup plus d'angles de passe, gagner du temps dans la prise d'information et provoquer par son geste des appels de ses coéquipiers. Verratti le fait beaucoup et force est de constater que ça désoriente complètement le bloc adverse la plupart du temps. Ce geste, il le fait bien entendu lorsque son équipe est haute sur le terrain et quand les distances avec l'adversaire sont importantes. Maintenant, contre une équipe qui presse intensément et qui est toujours en mouvement pour oppresser le PSG, Verratti est tout aussi important. C'est peut-être ici qu'il se rapproche le plus de Pirlo, par sa faculté à se dégager de tout pressing adverse d'un seul geste. Verratti, la pression avec le ballon, il l'aime, et quand l'adversaire ne lui met pas, il se la met tout seul en gardant la balle au pied proche de son but. Mais voilà encore un petit défaut de Verratti, son apport offensif qui est bien connu pour être proche du néant. Verratti ne tire presque pas, il marque encore moins et n'est pas souvent dans la dernière passe d'une action de but. Il recherche toujours la passe et du coup lorsqu'il est ballon au pied face à un bloc équipe positionné bas, personne ne va sortir sur lui puisque tout le monde sait qu'il ne tirera pas et qu'il attendra l'espace pour la passer à un partenaire. Mais cette problématique, je pense qu'elle est presque résolue depuis l'arrivée de Neymar, qui met moins de pression offensive sur Verratti tant le Brésilien sait tout faire n'importe où sur le terrain. Autre bémol sur son jeu de tête puisque Verratti mesure 1m65, ce qui lui est clairement défavorable dans les airs. Vous l'avez compris, Verratti, il a pas mal de défauts, mais quelques qualités, et pas n'importe lesquelles, des qualités extraordinaires, voire uniques au monde, ce qui oblige son entraîneur à le mettre dans les meilleures dispositions pour tirer profit de ses qualités de création et de conservation qui sont juste hors normes. Ce n'est pas pour rien que le Barça était intéressé pour faire de Verratti le successeur de Xavi dans le 4-3-3 qui a fait l'ADN du Grand Barça. Ici, je ne me prononce pas plus, je vous invite à activer la cloche et regarder la vidéo de lundi, dans laquelle je vous livrerai le milieu que j'alignerai dans cette équipe du PSG. Et nous verrons dans quelles conditions Verratti est indispensable au PSG, parce qu'il l'est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et cette vidéo sur Marco Verratti. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, me donner vos avis sur le petit hibou dans l'espace commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour parler d'Ander Herrera. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, allez Paris, ciao!